Parfait. Et avance un peu le clap qu'on voit bien qu'il y a écrit Alien. Parfait. Je me trouve actuellement dans l'une des collections d'objets de science-fiction les plus incroyables au monde. Car attention, ici, pas de réplique. Les costumes, accessoires, maquettes, prototypes et artworks qu'on peut y trouver ont été réellement conçus et utilisés pour tout un tas de films et de séries télévisées à travers les décennies. Le clap que je viens d'utiliser par exemple, eh bien c'est un véritable clap utilisé sur le tournage d'Aliens de James Cameron. Putain oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en dehors de ça, on trouve ici de véritables perles. Au hasard, ou enfin non, pas du tout au hasard bien sûr, le modèle d'origine qui a servi à fabriquer le casque de Dark Vador, qui a bien morflé au fil des ans d'ailleurs, la bicyclette du T-1000, un bout de costume du Xénomorphe, et clou du spectacle, le R2D2 qui a servi pour l'Empire contre-attaque. Je vous rassure, Kenny Baker n'a pas été fourni avec. Sauf que cette collection n'est pas ouverte au public. Son lieu est même tenu de top secret, et révéler l'info revient à courir le risque d'un aller simple dans l'estomac du Sarlacc. Il s'agit en fait de la collection privée d'Arnaud Grunberg. Arnaud, c'est lui. Il est le fondateur du site sciencefictionarchive.com. Le monsieur à côté d'Arnaud, c'est Patrice Giraud, l'un des grands spécialistes français de Star Wars, qui a notamment fondé Lucasfilm Magazine en 1995 et connaît Arnaud depuis une trentaine d'années. Et lui, c'est un mec qui aimerait qu'on arrête de prendre son micro pour un taser. Voilà. Si la collectionnite d'Arnaud a commencé à la fin des années 70 avec une passion dévorante pour Star Wars et ses produits dérivés, c'est en 1989 qu'il fait l'acquisition de son premier véritable objet de cinéma. Un œuf issu d'Aliens, qu'il trouve par le plus grand des hasards dans un comic shop londonien en compagnie de Patrice. Parce que oui, ce sont des choses qui arrivent. Arnaud, je me souviens, avait demandé au vendeur, mais c'est à vendre? Le gars lui dit oui, et je lui dis, mais tu vas pas acheter ça quand même? C'est pas beau, c'est gros. En plus, il y avait, il sentait le. Il sentait pas bon, il sentait le cramé. Il sentait le cramé parce qu'il avait servi dans une séquence où Ripley justement brûle tous les œufs d'Alien. Et puis il a dit, oh non, c'est fun d'acheter ça. Donc il l'a acheté. Je me rappelle qu'on avait passé la douane à l'époque, on s'était bien marré avec le douanier. Oui, enfin, Voilà. le plus compliqué d'ailleurs, c'était pas ça, parce que le plus compliqué c'était de faire rentrer la chose dans la voiture. Voilà. Les recherches d'objets d'origine sont très peu répandues à l'époque, et le prix d'acquisition est donc abordable. Entre vente aux enchères, contact avec des professionnels de l'industrie et rachat à d'autres particuliers, la collection prend ainsi forme au fil des années. Et quelle forme, mes aïeux? Non mais sérieux, ça là, et ça là. Comme c'est une collection qui n'est pas constituée, qui n'a pas été constituée par un musée ou par un organisme, mais par un collectionneur, elle est très personnelle, et donc ça la rend unique de toute façon. Donc j'ai commencé ça en 89, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'avance. Alors ensuite, par passion, je suis allé très très souvent en Angleterre, qui est quand même le lieu de tournage des films qu'on adore, hein. Les Star Wars ont été tournés là-bas, Alien aussi, Superman aussi, les studios d'Elstree, Shepperton, Pinewood. Ce sont les gros studios anglais dans lesquels les grosses productions américaines venaient tourner. Toutefois, l'idée n'est bien sûr pas de garder tout ça jalousement caché et d'y nager la brasse coulée en mode Picsou. Pourquoi alors ne pas ouvrir un lieu officiel? C'est une possibilité, mais l'organisation très lourde et la recherche de partenaires reportent la chose à loin. En attendant, c'est la collection qui doit aller au contact du public, et c'est pour ça que depuis 2008, Patrice a rejoint Arnaud pour travailler à différents projets d'exposition itinérante. On navigue au gré, c'est-à-dire que des fois, c'est des musées qui nous contactent en disant, bah voilà, on a une thématique, on voudrait inclure 2-3 éléments de cinéma, ou alors, effectivement, on a monté vraiment par nous des expos sur la science-fiction à la Cité des Sciences, ou l'expo Les jouets Star Wars aux Arts Déco. On entre alors dans une véritable problématique de muséologie. Comment conserver l'objet? Comment le mettre en valeur? Et surtout, comment le transmettre? Aujourd'hui, porter ce type de projet n'est pas un acte anodin, loin de là. Par-delà l'aspect divertissement, on a même parfois affaire à un véritable combat culturel. Car même si la science-fiction est une culture qui devient au fil du temps de plus en plus légitime aux yeux du grand public, un grand public qui comprend progressivement qu'il n'a pas affaire à un simple délire régressif, mais à un véritable univers profond et foisonnant, ce processus est lent. Donc dans le milieu du patrimoine, je vous laisse imaginer. Nous, c'est un peu un combat parce qu'on est effectivement sur un créneau qu'est le cinéma, et dans le monde des musées, c'est pas vraiment considéré. Voilà, on est un peu dans de la sous-culture pour l'instant. Alors ça change, vous voyez les phénomènes comme Star Wars ou Retour à le futur, maintenant Libé en parle, tout le monde se récupère ce genre de choses. Alors qu'effectivement, il y a 20 ans, on nous regardait de travers en disant vous aimez Star Wars, les gens se retournaient. On se retrouve alors face à un cas assez étrange. En effet, ce type de collection est à la fois en attente que la SF soit mieux perçue et que plus de musées accueillent ses objets, mais elle est aussi en position de faire évoluer les mentalités, forte de son imaginaire mouse costaud et transgénérationnel. Arnaud et Patrice se retrouvent donc propulsés à la fois acteurs et spectateurs du cycle de vie de la science-fiction. Et surtout, à la fois meilleur atout et mouton noir des musées. Paradoxal, non? Oui. Mais nous, en tout cas, à chaque fois qu'on est dans des musées, on a eu des énormes succès. Et ce qu'on apprend, c'est que finalement, grâce au cinéma,
on fait découvrir les lieux à des gens qui généralement se font une autocensure de ne pas aller dans les musées, voilà, qui se disent ce n'est pas pour moi. Voilà. Et en allant à la Cité des Sciences, par exemple sur Star Wars ou sur la science-fiction, les gens y sont allés pour nos expos, pour découvrir Star Wars, Battlestar Galactica, Alien, et en sortant finalement ils disent ah mais c'est pas mal, quand mieux, j'étais jamais venu à la Cité des Sciences. Ah bah la semaine prochaine, je reviens avec mon gamin, je vais lui montrer l'expo Ombre et Brouillard, voilà. Donc tout ça c'est aussi un moteur pour les musées. Résultat, tout ça montre bien que la culture est tout sauf une masse fixe. C'est une foultitude de tiraillements parfois contradictoires. Et montrer que la SF mérite autant sa place dans un espace d'exposition que les beaux-arts peut alors devenir bien plus qu'un simple plaisir inoffensif geek. À savoir, un véritable acte politique. N'ayons pas peur des mots, même de celui-là. Mais alors, comment est-ce que je me suis retrouvé là, me demanderez-vous ? Eh bien, les deux bonhommes ont récemment écrit Génération Science-Fiction, un livre basé sur une partie de cette collection. Et à cette occasion, leur éditeur Brajlon m'a demandé si je serais intéressé pour faire un tour dans cette caverne d'Ali Baba. Ce qu'il faudrait être légèrement taré pour refuser. Car soyons clairs, le but ici n'est pas de lever un étendard publicitaire pour ce livre, même si l'ayant parcouru, je peux vous garantir qu'il est de qualité. Non, déjà le but est de vous proposer une plongée directe dans un lieu qui collerait la bave aux lèvres à n'importe quel cinéphile féru de culture de l'imaginaire, et que très peu de gens ont finalement la chance de voir de cette manière. En effet, je ne vous le cache pas, ça m'aurait un tantinet emmerdé de louper l'occasion de manier la fucking pelle de l'espace qu'utilise Paul dans Dune pour chevaucher Shia LaBeouf. Non mais sans déconner! Sérieux! Ensuite, cette visite est aussi l'occasion de s'interroger sur le rôle tout particulier des objets dans notre imaginaire de cinéma. Bien sûr, cette question se pose avec n'importe quel type de collection. L'objet comme totem, tout ça. Mais avec cette collection, elle se pose avec encore plus de force, puisque ces objets, à travers leur vécu, portent tous une véritable histoire. Et ce n'est pas rien, bon Dieu. Alors le but n'était pas d'ailleurs seulement je dirais de trouver des objets, parce que ça c'était presque secondaire. Les objets ils sont des supports d'histoire. Donc ce qui était intéressant pour nous qui étions passionnés par les films, c'était de rencontrer ces gens, d'en apprendre sur le cinéma, d'en apprendre sur les techniques, d'avoir des infos sur voilà, il y avait plein de questions qu'on se posait sur comment les films avaient été faits. Et donc ça a été ça la motivation. Et parfois parmi ces gens, il y a des gens qui avaient conservé des objets, certains ont accepté de nous les céder, voilà, tout ça. Mais tout ça se faisait de manière très naturelle. La valeur de ces objets est donc loin d'être uniquement fétichiste. Et leur dimension de vrai prend même aujourd'hui un sens inédit. Parce que oui, depuis le début des années 2000, les grandes productions qui constituent la culture pop se dématérialisent de plus en plus, à grand renfort d'imagerie digitale. Parfois à tort, parfois à raison. Bien entendu, des costumes et accessoires, il y en a encore une palanquée, mais même leur importance s'amenuise, comme le montrent des métrages comme Man of Steel ou Avengers qui mettent en avant des costumes modélisés numériquement. Ce qui, fatalement, est un peu problématique pour un collectionneur. C'est vrai qu'en tant que collectionneur, de toute façon, c'est vrai qu'il y a certains films pour lesquels on n'a rien. Parce que simplement, il n'y a rien. La blague qu'on faisait il y a quelques années, c'était de montrer une clé USB, dire voilà les effets spéciaux, voilà les objets utilisés dans Avatar, ou dans tout ce qu'on veut. C'est vrai que de toute façon, ça pose un problème. Ça pose un problème pour la transmission et la conservation de la mémoire, de toute façon. Cela dit, l'impact se ressent aussi du côté du public. Car même si les effets numériques sont de plus en plus réalistes, allant jusqu'à brouiller notre perception de ce qui est réel ou non, par exemple bon courage pour différencier les armures réelles et numériques de Tony Stark, beaucoup de gens continuent à donner de l'importance à la manière dont sont réalisées les œuvres. Dans ce contexte, vouloir approcher ces objets d'origine, que ce soit en tant que collectionneur ou en tant que spectateur classique, se met alors à symboliser quelque chose de fort. La revendication d'un certain type de cinéma plus proche du réel, un cinéma qui laisse de véritables traces au-delà des œuvres elles-mêmes. Toutefois, aucun passéisme moisi là-dedans, car le refus du tout numérique n'est bien sûr pas un refus du numérique tout court. Je pense qu'il y a eu un moment où la technologie commençait à permettre tout, où il y a eu un engouement, où tout le monde voulait faire... c'était ce qu'on leur vendait de toute façon, vous voulez le meilleur, donc forcément ça va être tout numérique. Aujourd'hui, ils se rendent compte que d'abord c'est pas moins cher, c'est pas toujours plus joli, c'est pas toujours plus rapide à faire, donc autant utiliser le meilleur des deux mondes et faire du numérique quand le numérique est le plus adapté, et puis sinon, faire du vrai costume, faire des vrais robots, des vrais accessoires. L'idée, c'est donc de trouver un équilibre entre passé et futur, un équilibre qui semble d'ailleurs aujourd'hui trouver un écho à très grande échelle, comme on a pu récemment le constater dans la démarche d'un J.J. Abrams avec son Star Wars épisode 7 et son bestiaire de gueule cassée d'alien qui fleure bon le latex frais et pimpant. Par-delà la part de nostalgie, c'est peut-être simplement le signe que dans notre manière de ressentir le réel, il existe un besoin physique inaliénable, qui même s'il prend des formes différentes au fil du temps, sera toujours là. L'archéologie du cinéma est ni plus ni moins un travail de passeur d'imaginaire. Et comme Jean-Luc Picard expliquant à l'androïde Data dans Star Trek Premier Contact la valeur émotionnelle et quasi spirituelle du toucher, approcher ces objets devient un moyen de se sentir reconnecté à une réalité des œuvres qui, elle-même, nous touche. Les coquines.
T'as besoin d'un clap? Ça y est, c'est fini. Tu veux pas le clap de On va Alien prendre un vrai clap. Non, on a le clap d'Alien, c'est vachement Ah, mais Alors, écoutez. si t'as un club d'aliens, ouais. Ah oui. Attends. C'est quand même la classe, quoi. Merde. Ah oui.